Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Plus que quelques mois avant l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football Made in Côte d'Ivoire, Madame le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, s'imprègne des infrastructures sécuritaires et routières en construction dans sa commune. Kandia Camara veut ainsi se rassurer que toutes les dispositions sécuritaires se mettent en place dans sa commune pour accueillir et sécuriser le flux de personnes qui convergera vers Ebimpe. À l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le projet de loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2024 a été voté à l'unanimité par les députés membres de la Commission économique et financière. Pour l'année 2024, le budget général de l'État de Côte d'Ivoire est de 13 720 milliards de francs CFA. On en parle dans cette édition. Protection de l'environnement au Kenya, précisément à Nairobi, des centaines de militants écologistes ont défilé hier samedi pour exiger des réductions drastiques de la production de plastique à la veille d'une réunion visant à négocier un traité mondial sur les plastiques. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci de nous suivre. Nous sommes dimanche et comme tous les dimanches, nous avons pour habitude de recevoir un invité avec qui nous abordons un sujet qui fait l'actualité. Le sujet retenu pour ce dimanche dans le cadre du magazine de ce 13h fait focus sur la lutte contre le cancer de la prostate, maladie qui touche uniquement la jante masculine. Le mois de novembre est dédié d'ailleurs à la lutte contre cette maladie. On parle d'ailleurs de novembre bleu. En quoi consiste cette maladie qui tend d'ailleurs à susciter chez les hommes une peur bleue? Quel traitement pour y faire face? Mieux, quel comportement adopter pour l'éviter? Peut-on guérir de ce cancer? Si oui, à quel stade? Autant de questions que nous aborderons avec notre invité de ce jour, le docteur Nguissan Justin, chirurgien urologue, andrologue, diplômé d'urologie et d'andrologie de la faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles, hôpital Erasme, diplômé également de chirurgie générale et viscérale. Docteur Nguissan Justin, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, monsieur Guivet. Alors, docteur, cet entretien se sera dans une demi-heure. Le temps pour nous de regarder à ces visites à terrain engagées par Madame le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara. Visite engagée en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera dans quelques mois en terre ivoirienne. Sa commune verra du monde circuler dans le cadre des préparatifs de cette compétition internationale. Madame le maire de la commune d'Abobo s'imprègne des infrastructures sécuritaires et routières en construction. Elle a visité tous les chantiers en cours à Abobo. Frédéric Oulaï, Walter Amadou Ouattara. Non loin de la nouvelle gare routière, dans le village d'Anoko-Akouté, commune d'Abobo, se dresse désormais une caserne des sapeurs-pompiers militaires sortis de terre. L'infrastructure en état d'achèvement reçoit la visite de la première magistrate de la commune, Kandia Camara. La nouvelle caserne traduit la volonté de la présidente du Sénat à offrir un environnement sécuritaire aux populations. Vous savez que le stade d'Epempe, le stade Alassane Ouattara, va abriter tous les matchs de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont de nombreuses personnes, je dirais peut-être des centaines de milliers de personnes qui vont traverser la commune d'Abobo pour aller au stade Alassane Ouattara. Donc, pour ce faire, il faut prendre des dispositions sécuritaires. Donc, cette caserne des sapeurs-pompiers pourra aider efficacement dans ce sens-là. Cette visite a été l'occasion pour Kandia Camara de rassurer la population sur l'ouverture prochaine de l'échangeur sur l'axe Abobo à Djamé. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de routes qui sont en train d'être bitumées aujourd'hui ou en train d'être reprofilées lourdement. Donc, tout cela pour que la circulation soit plus fluide. Dans la perspective de rendre la commune plus attractive et hospitalière en cette période mouvementée par les préparatifs de la CAN 2023, la première responsable d'Abobo a échangé avec plusieurs ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. C'est le cas ici avec le diplomate des Émirats arabes unis. Leur entretien a porté sur l'extension du siège de la mairie et la construction de plusieurs bureaux annexes. Et du côté de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, plusieurs ministres étaient face aux députés membres de la Commission économique et financière. Les ministres en charge de la construction du logement, de l'équipement, de l'entretien routier et celui des mines, pétrole et énergie. Après examen, leurs différents budgets ont été adoptés à l'unanimité. Konaté Moussa. Délai de délivrance des arrêtés de concession définitive à CEDI, la question des logements, le plan d'urbanisation des villes, des préoccupations des députés adressées à Bruno Nabagné-Kouni
Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, après des réponses aux interrogations des élus, annonce un budget de plus de 46 milliards de francs CFA pour l'année 2024 contre plus de 70 milliards en 2023. Nous sommes au-delà de 53% aujourd'hui de taux d'urbanisation et les besoins en la matière s'accroissent. Nous avons besoin de contrôler, nous avons besoin de maîtriser l'occupation de l'espace partout dans nos villes. Nous avons besoin de faire des opérations d'urbanisme. Nous avons besoin de logements partout sur le territoire national, principalement à Abidjan. À ses côtés, deux autres membres du gouvernement, Amédée Kofi Kwaku, en charge de l'équipement et de l'entretien routier, annonce la poursuite des chantiers de bitumage dans plusieurs localités pour un montant de plus de 653 milliards de francs CFA. Pour l'accroissement de la production pétrolière du pays et le renforcement de la politique d'électrification dans les localités, le budget présenté par le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly s'élève à plus de 441 milliards de francs CFA. À chaque fois que nous nous soumettons à ces exercices, nous sommes toujours impressionnés par la qualité des échanges et surtout de savoir que les honorables députés sont au fait du quotidien de leur mandat. Et je voudrais, au nom de mes collègues, les rassurer que toutes les propositions pertinentes qu'ils ont eu à faire, nous allons en tenir compte dans l'exercice qui va s'ouvrir pour 2024. Les budgets de ces trois ministères ont été adoptés à l'unanimité par les membres de la Commission des affaires économiques et financières. Et toujours à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le projet de loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2024 a été voté à l'unanimité par les députés membres de la Commission économique et financière. Pour l'année 2024, le budget général de l'État de Côte d'Ivoire est de 13 720 milliards de francs CFA contre 11 694 milliards, 4 milliards de francs CFA en 2023, soit une progression de 17,3%. Dangui. À l'unanimité des membres de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale présents, les députés ont voté le projet de loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2024. C'est vrai, 13 000 milliards, c'est beaucoup, mais pour ce que nous avons pu voir, nous avons écouté 33 ministres. Ils ont exposé effectivement leurs besoins, ils ont exposé les problèmes, les difficultés des populations. On estime que effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup, mais le gouvernement doit peut-être revoir encore à la hausse. Et ça passe justement par améliorer donc nos recettes propres. Pour accompagner le travail accompli par son Excellence Alassane Ouattara, nous, en tant que députés de la nation ivoirienne, nous voulons soutenir cette dynamique de développement. Avec le vote de ce budget estimé à 13 720 milliards de francs CFA contre 11 694 milliards de francs CFA en 2023, soit une progression de 17,3%, le gouvernement se réjouit que ces objectifs trouvent un écho favorable auprès des députés. Après l'adoption de l'année fiscale, nous pouvons dire que nous sommes comblés et que nous avons maintenant les autorisations nécessaires pour pouvoir non seulement mobiliser les ressources, mais les utiliser conformément au document de budget qui a été approuvé. Avant le vote du budget 2024, plusieurs membres du gouvernement ont défendu leur budget et ont tour à tour réussi à le faire voter également à l'unanimité. Et on parle de francophonie à présent, direction le Cameroun, présente à Yaoundé dans le cadre de la 44e conférence ministérielle de la francophonie. La ministre de la Culture de la francophonie, Françoise Remarque, qui conduisait la délégation ivoirienne, a eu plusieurs entretiens et échanges. Au nombre de ces entretiens, cette rencontre avec son homologue du Québec, mais aussi avec la secrétaire générale de l'OIF qui a félicité la Côte d'Ivoire pour son engagement. Franck Quadio. À la 44e conférence des ministres de l'espace francophone de Yaoundé, la chef de délégation de la Côte d'Ivoire, ministre de la Culture et de la francophonie, a multiplié sessions, huis clos et entretiens. Avec son homologue du Québec, les échanges sont fructueux. On a reçu au Québec le ministre Nguyen et il y a toutes sortes de relations qui sont en train de s'organiser pour la formation professionnelle. Le Québec va donner un coup de main à la Côte d'Ivoire dans son grand projet d'amener la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Et plus encore, quand moi je suis allée en Côte d'Ivoire, il y avait une délégation économique qui suivait, une mission économique, et on réalise à quel point il y a un potentiel. Dans cet espace,
l'espace francophone, nous pouvons accroître nos échanges dans différents domaines. Le Québec sera présent à l'occasion du prochain Massa. Nous avons aussi évoqué ensemble l'utilisation de la langue française par nos jeunes à travers, bien sûr, la découvrabilité, donc la présence de programmes culturels français dans différents espaces. Le Québec met aussi d'autres axes ouverts dans le cadre de la coopération bilatérale. La Côte d'Ivoire a d'ailleurs été félicitée par la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie dès la cérémonie d'ouverture. Le pays a marqué son engagement auprès de l'OIF par une importante contribution volontaire financière. C'est un équilibrage important pour que la francophonie, en tant qu'organisation multilatérale, essaie de s'éloigner de cette dichotomie nord-sud. Nous sommes une organisation de tous les États, les grands contributeurs et les petits contributeurs. En marge des travaux, Louise Mushikiwabo a par la suite reçu la ministre Françoise Remarque. Notons que la 44e conférence ministérielle de la francophonie à Yaoundé s'est achevée par la production d'une déclaration sur l'engagement renforcé des États et gouvernements membres à œuvrer en faveur d'une francophonie plus que jamais au service des populations, mais aussi de l'adoption de la programmation 2024-2027 qui se traduit par 20 projets sociétaux. Et de Yaoundé, prenons la direction du Caire en Égypte, où se tient la foire commerciale interafricaine. La Côte d'Ivoire y est représentée. Ces exposants se saisissent de l'opportunité pour tisser des relations commerciales à grande échelle avec les participants venus de tous les pays du continent. L'objectif de cette foire commerciale est d'intensifier le commerce intra-africain au bénéfice de la croissance et de l'emploi. Au Caire en Égypte, Lancine Bakayoko et Fernand Collin. Pavillon enregistrant une douzaine de stands. La Côte d'Ivoire est bien représentée à cette foire commerciale interafricaine ici au Caire. Le pain tissé de l'ouest et du centre, le miel, la noix de cajou, la mangue séchée ou encore l'attiéké, l'huile de palme rouge et le beurre de karité sont les principaux produits proposés par les exposants ivoiriens. De toute évidence, le pain tissé est la grande attraction. Que ce soit le pain balé, le pain corogoulais et que nous utilisons aussi pour faire des accessoires, que ce soit les sacs, que ce soit les ceintures comme j'ai porté là. Voilà, donc nous sommes venus montrer la Côte d'Ivoire au monde entier ici. Si le pain tissé rayonne à cette foire égyptienne, le beurre de karité et ses dérivés luisent également des millefeuilles. Fanta Koulibaly vante les bienfaits de ces différents produits. Nous en Afrique, au nord, on prend pour faire des galettes, on met dans la nourriture et on prend quand on a des problèmes d'entorse, les enfants naissent. Et pour les problèmes, quand ils portent les rougeurs, tout, on met un peu de karité au lieu d'aller acheter des pommades à la pharmacie pour la peau. Sur son stand, Alain Silué partage aussi sa passion de la mangue séchée et des noix de cajou. Ce sont des produits qui sont faits en Côte d'Ivoire, qui sont de renommée mondiale. Donc nous sommes venus ici pour chercher des marchés et pour pouvoir écouler les produits. Nous sommes vraiment bien reçus par le public parce qu'il y a... Déjà, les Égyptiens ici, ils sont très intéressés par les noix de cajou. Il se trouve que les noix de cajou qui sont produites en Côte d'Ivoire sont exportées vers le Vietnam. Et c'est après le Vietnam qu'elles sont introduites ici en Égypte. Donc, ils sont très intéressés à acheter directement avec la Côte d'Ivoire. Le savoir-faire ivoirien en matière de transformation de produits vivriers est également au rendez-vous. Les jeunes entrepreneurs africains sont fortement représentés dans la capitale égyptienne. Leurs homologues ivoiriens vendent éloquemment leur expertise. Et ici en Côte d'Ivoire, l'épineuse question de la gestion des marchandises dangereuses en zone portuaire figure au cœur d'une formation qui se tient à Abidjan et qui mobilise la participation de ressortissants de 12 pays africains. Au menu de ce stage de formation, des thématiques en rapport avec les règlements de police, des ports et la visite du site de stockage et de manutention de ces marchandises dites dangereuses. Dangui Dangui. La moitié des cargaisons transportées par voie maritime sont considérées comme dangereuses selon l'Organisation maritime internationale. De quoi exposer les infrastructures portuaires de l'Afrique à des risques d'explosion et d'attaques d'organisations criminelles. C'est pourquoi les responsables des ports de l'Afrique éligibles au projet CFOPOR sont retournés sur les bancs pour renforcer leur capacité en matière de prise en charge des marchandises dangereuses. Nous sommes ici pour pouvoir avoir plus d'idées des risques
que nous courons en exploitant ou bien en transportant des matières dangereuses. Ce stage de 5 jours bénéficie à 24 personnes venues de 12 pays africains dans le Cap-Vert, le Libéria et le Mozambique, tous éligibles au projet SafePort. Il y a quelques années, il y a eu de très graves accidents, notamment à Tangine, en Chine, et à Beyrouth, qui ont pratiquement démoli l'entièreté du port de Beyrouth. Donc, par rapport à ça, tous nos pays africains, en particulier les pays de la côte ouest africaine et les pays d'Afrique centrale, réunis au sein de l'AGEPA aussi, prennent des dispositions pour former tout l'ensemble des membres de la chaîne de transport à la connaissance des marchandises dangereuses à titre de prévention. Plusieurs thématiques sont au menu de ce stage de formation, notamment les règlements de police de port et la visite du site de stockage et de manutention de marchandises dangereuses du port d'Abidjan. Et madame, monsieur, sachez également que la 6e édition des Assises, la journée nationale du partenariat organisée autour de la responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire, État-secteur privé, a pris fin à plus de 5000 participants selon les organisateurs étaient réunis en présentiel. Au terme de ces assises, des recommandations ont été formulées. Abdoulaye Koné. Pour construire un modèle RSE Made in Côte d'Ivoire, les participants devaient plancher sur une feuille de route conforme aux réalités actuelles afin de permettre au pays d'atteindre ses objectifs en matière de développement. Le comité scientifique recommande de renforcer le cadre réglementaire sur la RSE avec des incitations fiscales, d'adopter le décret fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi de la responsabilité sociétale des organisations ou une loi, adopter un décret faisant obligation de publication des RSE extra-financiers pour les entreprises de plus de 250 employés. Une remise de prix a récompensé 8 catégories d'acteurs du dialogue public-privé retenus par le comité scientifique. Venus de divers horizons, chacun des participants tenait à apporter son expertise, mais surtout à partager son expérience, et cela à travers des ateliers thématiques, des panels et des masterclass. Nous avons tâché de matérialiser notre volonté de rapprocher davantage les structures techniques de l'administration publique et les opérateurs économiques afin de briser le mur de la méfiance et transcender les susceptibilités résiduelles et mise en lumière les actions concrètes du gouvernement visant à favoriser l'inclusion économique et sociale. Ces sessions d'échange auront surtout permis d'identifier des déséquilibres à corriger pour obtenir le précieux sésame. Comme nous l'indiquons à l'ouverture des travaux, près de 87% du tissu économique national est concentré à Abidjan et banlieues proches. Même si nous notons que plusieurs unités industrielles s'installent de plus en plus à l'intérieur du pays, force est de constater qu'il reste du chemin à faire pour inverser la tendance. Selon le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, ces 48 heures d'échange s'incrustent parfaitement dans la monture du PND 2021-2025. La concrétisation de cette ambition gouvernementale passe nécessairement par la collaboration étroite de toutes les parties prenantes, notamment avec le secteur privé ivoirien, qui doit intégrer dans ses activités les préoccupations sociétales, économiques et environnementales afin de contribuer à un développement économique et social durable. La RSE est un puissant levier de performance pour l'entreprise. La bourse des projets était l'innovation majeure de cette 6e édition. Et on parle à présent de non-violence en milieu universitaire. La 6e journée nationale de la non-violence en milieu universitaire a été célébrée à Bouaké et c'est l'amphithéâtre de médecine de l'université Alassane Ouattara qui a servi de cadre de cette célébration. Les responsables de syndicats, d'enseignants, d'associations estudiantines et les étudiants ont été instruits à travers une série de conférences sur les valeurs de paix et de non-violence. Reportage Boubacar Silla, commenté par Soro Corona. La 6e édition de la Journée nationale de la non-violence en milieu universitaire, célébrée au campus 1 de l'université Alassane Ouattara.
Journée qui vise à promouvoir la culture de la non-violence, la paix et l'unité dans les universités. Une initiative de la direction des œuvres universitaires, de la vie associative et du genre, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Quelle responsabilité des acteurs dans le processus de pacification du milieu universitaire? C'est le thème de cette célébration à Bouaké. La journée nationale de la non-violence pour permettre aux uns et aux autres pour avoir une pause afin de réfléchir et de prévenir surtout toutes ces séquences de violence qui portent atteinte à la qualité des enseignements inculqués dans nos universités. Les responsables des syndicats d'étudiants s'engagent à œuvrer davantage pour la pacification de l'espace universitaire. Il ne s'agit pas seulement de pacifier l'espace universitaire, mais ça commence déjà dans les lycées et collèges. Il serait important d'impliquer tous les acteurs. Le représentant du ministre Adama Diawara encourage le dialogue comme moyen de règlement des conflits et toute autre forme de désaccord. Kobea Hassen rappelle les efforts financiers du gouvernement pour le développement et la modernisation du système de l'enseignement supérieur en termes de réhabilitation des infrastructures académiques, d'acquisition d'équipements technologiques et pédagogiques depuis 2011. Il était bon donc pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de porter concomitamment ces deux fronts de la continuité pédagogique et du retour de la paix sur l'espace universitaire pour arriver pour la première fois depuis au moins une quinzaine d'années à une année académique normale. Des conférences, des slams réalisés par les étudiants sur la non-violence et la distinction des personnes ayant contribué à la promotion de la paix en milieu universitaire ont meublé cette activité. Initiée en 2017, la journée nationale de la non-violence en milieu universitaire est célébrée chaque année dans une université publique du pays. À direction à présent l'Agnébi-Tiassa, précisément le village de Yapopa dans le département d'Agboville. Ce village dispose désormais d'un collège de proximité, d'un centre de santé rural et de l'adduction en eau potable. Ces acquisitions sont le fruit du travail mené par le conseil régional de l'Agnébi-Tiassa avec à sa tête son président, le ministre Pierre Demba. Il a procédé à l'inauguration de ces infrastructures. Notons également que ces infrastructures destinées aux 4 villages Yapo permettant d'améliorer le quotidien des populations. Le reportage est signé Jean-Marc Djadji. Effervescence dans le village de Yapopa, à 18 km d'Agboville, chef-lieu de département. Ici, après le bitumage des voiries, l'eau potable est mise en service, la première pierre du foyer des jeunes est posée et une ambulance est offerte. Des initiatives présidées par le président du conseil régional, Pierre Demba, au bénéfice des populations de Petit Yapo, de Yapogare, de Grand Yapo et de Yapopa. Étant donné que cette année a été déclarée année de la jeunesse par le président Alassane Ouattara, nous sommes heureux de voir notre président du conseil régional, monsieur le ministre Pierre Demba, s'inscrire dans ce sens-là et nous permettre aujourd'hui à la fédération des Yapo de pouvoir avoir un centre. À quelques mètres de là, le collège de proximité et le centre de santé rural Pierre Demba sont inaugurés. Ces infrastructures symbolisent la volonté du président fraîchement réélu du conseil régional d'accélérer le développement de l'Agnébi-Tiassa. Le couple santé, éducation, mais également les services sociaux comme l'eau, l'électricité sont des services essentiels. En arrivant, on a fait l'évaluation et on s'est rendu compte que dans ces deux domaines, il y avait quand même un retard. Il y avait un écart entre ce qui est souhaité par nos parents et ce qui était réalisé. Et quand vous regardez tout ce qui est fait en 5 ans, les mêmes commodités que nous pouvons trouver à Abidjan et dans les grandes villes sont ici. La construction de marchés et de hangars modernes pour les commerçantes des 4 villages Yapo est prévue. Ces cérémonies d'inauguration et de lancement de travaux à Yapopa furent l'occasion d'impliquer les cadres de la localité. Dans la région du Lodjibois, le président du conseil régional, le ministre Médé Kouakou, a présidé la première réunion ordinaire de l'exercice 2023-2028. Au cours de cette réunion, les conseillers ont procédé à l'examen et à l'adoption du règlement intérieur du Césaire. Le Césaire, c'est le comité économique, social et environnemental régional. Ce conseil a été mis sur pied avec lui 9 commissions. Les détails avec Mohamed Traoré. 59 conseillers présents sur les 70 que compte la nouvelle équipe du Conseil régional. Fait marquant de cette première réunion ordinaire du Conseil régional, la présence des conseillers déclarés vaincus à la dernière élection. Il fallait, après les joutes électorales, réunir les bonnes volontés pour faire le travail. Nous envoyons ce message de cohésion, d'unité à la population pour qu'elle-même se rende compte que c'est dans la cohésion, dans l'unité, qu'on va atteindre les objectifs.
Cette première réunion ordinaire a permis d'installer les 9 commissions du Conseil régional et le nouveau comité économique, social, environnemental et régional. Le nouveau président du Conseil régional du Lodjibois place ce mandat 2023-2028 sous le sceau de la bonne gouvernance et de la gestion participative. Une réévaluation du programme triennal 2024-2026 adopté par l'équipe sortante est envisagée. On va continuer ainsi parce que les attentes des populations sont nombreuses. Les problèmes de route, les problèmes d'école, les problèmes de santé sont nombreux dans la région. Et nous pensons que cette belle équipe va travailler donc pour apporter le bonheur aux populations du Lodjibois. Pour accroître les recettes annuelles du Conseil régional, chiffrées actuellement à 35 millions de francs CFA, Amédée Kouakou annonce que les 30 collecteurs du Conseil régional seront bientôt dotés de moyens de mobilité. Et au chapitre religion de ce journal, Madame, Monsieur, vous êtes candidat au Hajj 2024. Cette information vous concerne assurément. 3 250 000 francs CFA, c'est le coût du pèlerinage à la Mecque pour 2024. L'information a été donnée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité hier samedi en présence du président du COSIM et de tous les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. C'était à la salle Kodjo et Bouclé du Palais de la Culture de Treichville à l'occasion du lancement du Hajj 2024. Des détails concernant le voyage ont été livrés à l'occasion. Reportage. Guides religieux, fidèles musulmans, membres et responsables du commissariat du Hajj et de la Direction générale des cultes, mais aussi ministres de l'Intérieur et de la Sécurité réunis à la salle Kodjo et Bouclé du Palais de la Culture de Treichville pour le lancement du Hajj 2024. Présent, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, a invité l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à déployer les moyens nécessaires pour l'épanouissement des pèlerins, non sans les encourager et les féliciter pour la réussite de l'édition du Hajj 2023. Il me plaît chaque fois que l'occasion nous est donnée de vous rappeler les objectifs que nous nous sommes assignés depuis bientôt 2 décennies et que nous devons considérer comme notre boussole dans la mise en œuvre des activités d'organisation du Hajj. Il s'agit tout d'abord de la préservation des intérêts du pèlerin, l'hôte d'Allah, l'invité de Dieu, dont la satisfaction doit être au centre de toutes nos actions et de toutes nos préoccupations. Lors de ce lancement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a communiqué sur les tarifs du Hajj de cette année. Vagondo Dumondé a également donné plusieurs autres informations relatives au pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Cette année, pour ceux qui sont du contingent étatique, ils paieront la somme de 3 250 000 francs. J'ai été inscrit pour que cette année, à titre exceptionnel, que tous les opérateurs privés soient reconduits pour la dernière édition que nous allons organiser cette année. Pour les Hajj 2024, sur 10 000 places accordées à la Côte d'Ivoire, 7 000 places sont réservées aux pèlerins du contingent étatique et 3 000 places aux opérateurs privés. De Assitan Diarra, on continue de parler de religion dans ce journal. L'église d'Eima célèbre ses 100 ans d'existence, 100 ans de foi et d'engagement marqués par une forte implantation en Côte d'Ivoire et une ferveur religieuse constante. Les fidèles venus de tout le pays se sont donné rendez-vous à Yamoussoukro pour commémorer l'événement du 10 au 12 novembre 2023. Les festivités ont été ouvertes par plusieurs activités. Serge Coléa. Le Deima est une religion chrétienne authentique révélée en Afrique noire. L'événement marquant les 100 ans de cette communauté se déroulera à Yamoussoukro. La place Jean-Paul II, où nous allons bâtir un véritable village du centenaire. Il y aura des concerts, des conférences, des chorales qui vont faire des prestations et tout ça, les meilleurs qui ont été sélectionnés. Et la journée du dimanche, il y aura la grande messe de la paix qui sera organisée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, la recherche de la paix à Yamoussoukro. Deima, qui veut dire en langue godier, la bonne nouvelle est venue à nous, œuvre à la restauration des peuples africains. L'œuvre que nous avons adhérée, moi j'avais 3 ans quand mon père s'est adhéré à cette religion. Aujourd'hui, je suis très ravi, très content parce que je dois fêter les 100 ans. Et à travers moi,
toute la Côte d'Ivoire et le monde entier. Cette célébration des 100 ans est l'occasion pour les guides spirituels de lever certains préjugés sur la communauté d'Ehima. Les festivités vont se dérouler du 10 au 12 novembre à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et à la place Jean-Paul II. Un reportage plutôt de Frédéric Oulaï, commenté par Sephora Zegui, notre reporter Serge Coléa, que nous retrouverons assurément à court d'autres occasions. Et puis, dans l'actualité internationale, au Kenya, à Nairobi, des centaines de militants écologistes ont défilé hier samedi pour exiger des réductions drastiques de la production de plastique à la veille d'une réunion visant à négocier un traité mondial sur les plastiques. Des représentants de plus de 170 pays se réuniront donc lundi à Nairobi pour négocier les mesures concrètes qui devraient être incluses dans un traité mondial contraignant pour mettre fin à la pollution plastique. Toujours dans l'actualité nationale, lutte contre le cancer du sein. Des échos de cette lutte dans ce journal avec le réseau des femmes leaders du Grand Nord qui a organisé une campagne de sensibilisation des femmes de la commune d'Adjamé sur le cancer du sein. Objectif de cette campagne, informer ces femmes sur cette maladie et les exhorter à se faire dépister. Chris Diomandé à Boussanogo. Le cancer du sein est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée des cellules mammaires anormales qui forment des tumeurs au niveau des seins. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 2 millions de nouveaux cas sont recensés chez les femmes et environ 700 000 décès dans le monde en 2020. À cette même année, plus de 17 000 nouveaux cas de cancer du sein et 11 000 décès ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. Le réseau des femmes leaders du Nord décidait de passer à l'acte. Les femmes sont très dynamiques à Adjamé et on trouve que c'est dommage que ces femmes soient malades si elles ne sont pas averties, si on ne leur dit pas de faire un dépistage précoce du cancer. L'objectif, c'est de sauver beaucoup de vies. On peut être guéri si on est dépisté tôt. C'est le combat que mènent de nombreuses structures pour faire barrage au cancer du sein. Sur 10 femmes, on a 9 qui peuvent être guéries. Aujourd'hui, nous sommes venus pour donner l'information aux femmes. Demander aux femmes, allez faire le dépistage au centre. Celles qui sont venues ici aujourd'hui, elles doivent être le relais auprès des autres femmes pour faire passer le message. C'est très important. Le réseau des femmes leaders du Nord entend multiplier les actions au niveau du cancer du sein à travers des campagnes de dépistage gratuits sur l'ensemble du territoire national afin de sauver des vies. Et on parle à présent de lutte contre le cancer de la prostate. Place à la page magazine de cette édition, on en parle maintenant. Alors, madame, monsieur, la page magazine de cette édition, nous le disions, fait focus sur le cancer de la prostate. Il se dit énormément de choses sur cette maladie qui touche la jante masculine. Le mois de novembre est d'ailleurs consacré à la lutte contre cette maladie. Et pour en parler, notre invité nous a rejoint sur ce plateau. Notre invité, c'est le docteur Nguessan Justin, chirurgien, urologue, andrologue. Docteur, bonjour et merci de nous rejoindre à nouveau sur ce plateau. Docteur, quelle définition peut-on donner tout de suite à cette maladie? Merci M. Juvet. Avant de parler de cette maladie, il faut dire que le mois d'octobre rose, qui est un mois dédié chez la femme au cancer du col et au cancer du sein, suit ce mois de novembre, appelé Novembre bleu, concernant le cancer de la prostate dédié aux hommes. Alors pour parler de cancer de la prostate, il faut savoir que c'est un organe qui est situé sous la vessie et en avant du pubis et en arrière du rectum. C'est un cancer malheureusement qui est découvert dans nos contrées, dans notre pays, dans nos régions, à des stades tardifs. Nous retrouvons ces malades-là qui sont déjà à des stades, comme je dis, tardifs, avec toutes les implications symptomatiques qui s'impose. Et docteur, nous reviendrons bien sûr sur l'évolution de cette maladie et ses différentes manifestations. Mais avant, je vous invite à suivre cet élément réalisé par notre reporter Didier Nguessan qui nous renseigne sur cette maladie. Merci. Premier cancer chez l'homme, le cancer de la prostate touche plus de 2700 personnes en moyenne par an, selon le Programme national de lutte contre le cancer. Il représente 15,9% de l'ensemble des cancers, derrière le cancer du sein et devant celui du col de l'utérus. En 2020, 1600 hommes ont perdu la vie à cause du cancer de la prostate. Le taux de mortalité est estimé pour la même année à 29,5 pour 100 000 cas. Au nombre des symptômes, la difficulté ou l'impossibilité à uriner, la difficulté à avoir une érection, entre autres. Le mois de novembre est consacré à la sensibilisation contre le cancer de la prostate sous la formule « Novembre bleu » à la suite et en écho à Octobre rose.
Alors docteur, on vient de l'apprendre dans cet élément réalisé par notre reporter Didier Nguessan que 1600 hommes ont perdu la vie en 2020 du fait de cette maladie. Mais quelles sont les causes de cette maladie? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le cancer de la prostate, de façon générale, est lié au fait que chez l'homme, la notion d'hérédité, la notion de cause familiale est très importante à savoir. À côté de ça, il y a, quoique, si vraiment pas totalement prouvé, il y a ce qu'on appelle les facteurs de la vie habituelle, c'est-à-dire les facteurs du mode de vie avec leur implication d'usage de tabac, d'alcool et le mode alimentaire qui sont en général ces facteurs-là qui sont incriminés avec d'autres facteurs notamment moindres qui sont... le mode alimentaire également? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il ne faut donc pas manger? Alors, je dirais plutôt, c'est qu'il faut beaucoup privilégier en termes d'alimentation, c'est surtout les légumes, et puis éviter, comme vous l'avez demandé, l'apport assez important d'acides gras, notamment les viandes animales et tout ce qui est huile, etc. Alors docteur, permettez-moi d'établir un petit parallèle, après vous me direz s'il est juste ou pas. Dans le cadre du cancer du sein, il est question d'auto-palpation, d'auto-examen. Est-ce qu'il en est de même pour les hommes? Alors là, vous m'amenez à parler de dépistage, c'est-à-dire que c'est un dépistage qui est individuel et qui doit normalement se faire autour de la cinquantaine, plus ou moins écart type de moins de 2, c'est-à-dire des personnes qui peuvent déjà être susceptibles d'être exposées du fait du problème héréditaire avec les ascendants qui ont déjà eu des cancers. Il faut nécessairement voir un urologue, faire un toucher rectal et une prise de sang. 2 éléments majeurs qui puissent nous permettre, nous, d'aider les populations, le grand public, à savoir que le cancer, il faut y aller très tôt. C'est un cancer à double visage. Un toucher rectal et une prise de sang. Le PSA, oui. Donc, c'est donc la méthode à laquelle, justement, devra se conformer tout patient qui viendra visiter, justement, un spécialiste de la question. Alors, docteur, dites-nous, à quel moment doit-on commencer de s'inquiéter? Alors, je vous disais tantôt que c'était un cancer à double visage, dans la mesure où l'apparition, elle est très lente, et on commence à s'inquiéter dès lors où on a les résultats de la prise de sang, notamment le PSA. Il faut pousser loin les investigations paracliniques, c'est-à-dire faire les examens en plus une IRM et faire une biopsie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de pouvoir avoir les résultats anatomopathologiques, c'est-à-dire le prélèvement via la biopsie nous permet de savoir quel type de cancer c'est et quel est le grade de cancer, c'est-à-dire le degré d'agressivité de cette maladie et avec son corollaire, le bilan d'extension, et expliquer au malade où il en est par rapport à cette maladie. Il ne faut pas paniquer les malades, comme on le dit, il faut toujours prendre de l'avance, expliquer aux malades qu'est-ce que c'est que le cancer de la prostate. Docteur, est-ce qu'il existe des signes annonciateurs de cette maladie? Est-ce qu'on a, par exemple, la peau qui enfle, des signes apparents sur le visage? Comment est-ce qu'on peut détecter des risques de cette maladie sans véritablement aller voir un spécialiste? Est-ce qu'il y a des signes qui annoncent? Mais comme je vous disais tantôt, il n'y a pas de signes particuliers. Cela dépend du stade du diagnostic de la maladie. Maladie, cancer de la prostate, double visage, début insidieux lent, sans apparition de symptômes. Dès lors où les symptômes apparaissent, c'est qu'on est à un stade du cancer avancé de la prostate. Et donc, vous voyez qu'il y a une gymnastique à faire en fonction de l'évolution de la maladie et en fonction du délai du diagnostic de la maladie. D'où, toujours, 50 ans, faire les 2 premiers examens. Toucher rectal par le médecin, PSA.
Alors, docteur, vous êtes urologue, vous avez pour habitude de recevoir des patients souffrant de cette maladie. Comment s'effectue ce contact? Est-ce qu'ils viennent à vous pour se faire dépister ou ils viennent à la faveur de maladies et après on leur apprend, attention, il faut vous faire dépister d'un cancer de la prostate parce que voilà, vous n'êtes pas peut-être à l'abri de ce type de maladie. Comment s'effectue ce contact? Alors, de façon générale? De façon générale, ce que vous devez savoir, c'est que les malades viennent à des stades tardifs. Tout ce qu'on peut recommander via la sensibilisation, c'est de pouvoir permettre aux patients âgés de 50 ans et plus de consulter quel que soit le médecin, pas forcément l'urologue, mais déjà le médecin généraliste, qui pourra ensuite vous orienter vers un spécialiste qui va vous prendre en charge avec les examens que j'avais mentionnés. Peut-on guérir de cette maladie, docteur, en toute sincérité? En toute sincérité, oui, pourvu qu'on arrive à se faire diagnostiquer à un stade précoce de la maladie. Il y a 4 stades de la maladie qu'il faille expliquer aux malades pour qu'ils comprennent cette nécessité de commencer très tôt son dépistage précoce. Et, j'allais dire encore, un dépistage individuel. Et rassurez-nous, ce type de cancer peut être traité en Côte d'Ivoire. Mais bien entendu. Nous avons le plateau technique qu'il faut. Nous avons tout le plateau technique, depuis la chirurgie, la surveillance active, le traitement chimiothérapique avec les oncologues, notamment, vous savez qu'on a un centre national de radiothérapie et d'oncologie au CHU de Cocody, appelé Centre Alassane Ouattara, qui est effectivement dédié à toute prise en charge de ces pathologies, surtout à des stades avancés. Alors, docteur, au regard des quelques statistiques que vous auriez certainement, sur un échantillon, par exemple, de 100 personnes avec une cible de 50 ans révolue, combien de personnes pourraient en souffrir? Alors, en termes d'estimation, l'appréciation générale. Je refuse de rentrer dans les chiffres parce que, bon, le but de cette sensibilisation, c'est d'amener les patients à se faire diagnostiquer. Et ce que je peux vous dire, on a vraiment tous les malades, de façon générale, qu'on reçoit, sont des malades, malheureusement, qui viennent vraiment à des stades tardifs. Le patient qui vient d'Europou, de Niakaradouma, de Kong ou de Tabou, il ne sait pas ce que c'est que le cancer. Il va arriver au centre de santé le plus proche en se plaignant, comme vous le dites si bien, de douleurs. Quand on arrive à des douleurs osseuses, c'est qu'on est à un stade tardif métastatique de la maladie. Alors, à la faveur de ce mois de novembre, dit novembre bleu, consacré donc à la lutte contre le cancer de la prostate, on suppose que vous êtes régulièrement, n'est-ce pas, sollicité par des organisations pour justement pousser le champ de la sensibilisation, n'est-ce pas? Tout à fait. Comment cela se manifeste-t-il? Alors, c'est à travers des entreprises, c'est à travers des ONG qui arrivent à nous interpeller par rapport à cette sensibilisation, porter l'information en tout lieu et en tout temps, pour amener les patients, les personnes âgées de plus de 50 ans, à pouvoir faire ce diagnostic PSA, toucher rectal. Ces 2 éléments sont caractéristiques pour porter le diagnostic et permettre ensuite de voir dans quelle mesure cette prise en charge puisse être efficiente et effective. Alors, docteur, nous voudrions nous saisir de l'occasion pour tenter de confirmer ou d'infirmer une chose qui se dit régulièrement, justement, au sujet de cette maladie. On entend dire que, une activité sexuelle intense chez l'homme augmente les risques pour lui de développer le cancer de la prostate. Vrai ou faux? C'est plutôt le contraire. C'est le contraire. Il faut avoir vraiment, je veux dire, en moyenne, une activité sexuelle assez conséquente, assez importante pour éviter le risque d'avoir le cancer de la prostate. Très bien, bien noté. Le docteur, on termine avec cette question. Ils sont certainement nombreux, ces hommes qui nous suivent en ce moment et qui aimeraient se faire diagnostiquer du cancer de la prostate. À quel processus doivent-ils se conformer? Très rapidement. Très rapidement, il y a un schéma, il y a une procédure. Vous allez voir un médecin, quelle que soit sa spécialité, généraliste ou spécialiste, examen de la prostate par le toucher rectal, prise de sang avec le PSA, qui est un antigène prostatique spécifique de la prostate. En fonction de l'élévation de ce taux, on serait amené à vouloir avancer en faisant ce qu'on appelle l'IRM multiparamétrique de la prostate, qui va nous permettre de voir s'il y a des zones cibles
par rapport à l'existence ou non de ce cancer de la prostate. Merci à vous, docteur, pour toutes ces précisions données en rapport avec la lutte contre le cancer de la prostate, maladie qui touche uniquement la jante masculine. Juste avant de rendre l'antenne, je rappelle que nous suivions dans le cadre du Dimanche Magazine à ce 13h, le docteur Guy Saint-Justin, chirurgien, urologue, andrologue, diplômé d'urologie et d'andrologie de la faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles, hôpital Erasme, diplômé également de chirurgie générale et viscérale. Avec vous, nous avons parlé de la lutte contre le cancer de la prostate. Le mois de novembre, 10 novembre, dédié donc à cette lutte. Merci de nous avoir suivis. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Bon début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.